Au colloque sur l'opéra à Saint-Paul. Nous sommes le 31 juillet 2004. Écoutons ce final du Don Giovanni de Mozart dans cette mise en scène particulière de John Eliot Gardiner. Bien sûr, il y a une évidence. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, les vibrations que nous avons perçues au niveau de notre corps, au niveau de nos tripes, au niveau de notre peau, nous avons entendu avec nos tripes, avec notre peau, nous avons entendu quelque chose qui correspond à un certain rythme intérieur, une certaine vibration. Et nous avons pu voir comme entendre une concordance entre les mots et la consonance des accords, même si parfois il y avait des accords dissonants. Vous avez pu remarquer que la tension de la dissonance, les accords de septième, notamment l'arrivée du commandeur, le oïmé de Don Juan, de toute façon on revient dans les lois de la consonance, c'est-à-dire des lois qui sont organisées autour d'une tonique souveraine à partir desquelles on peut définir, délimiter des intervalles. Et c'est très proche de la façon dont fonctionnent les mots et la signification, c'est-à-dire un univers défini avec des règles qui nous permettent de comprendre, de saisir, d'être pris, d'être mépris, d'être pris par le fait que quelque chose en nous n'attend d'une certaine façon que ça. Et on peut voir, notamment dans cette mise en scène, la façon dont le commandeur, le commendator, lui, avec cette voix pleine, cette voix assez porteuse de quelque chose qui est lié à un discours dont il n'est pas, on ne saurait pas être dupe de ce qu'il dit, il sait ce qu'il dit. C'est vraiment ce que dans l'analyse on peut rencontrer dans le sujet supposé savoir, place de l'analyse au début. Il n'y a pas de doute, il sait ce qu'il dit, et il sait que pour lui, il y a une loi à laquelle on obéit. C'est donc un discours qui est en fait articulé au fait que si on désobéit à la loi, c'est la culpabilité. C'est un discours de culpabilité dans lequel on est pris dès qu'on parle. Dès qu'on parle, c'est de ça dont il s'agit, de toute façon. Et tout ceci se déroule un peu comme un rouleau compresseur, c'est-à-dire que vous avez vu les avancées du commandeur, les rectotonaux dans sa voix, quelque chose qui est assez terrible. Et ça arrive si on suit, si on est pris, si on continue par le fait que ce qui nous intéresse c'est ça, et c'est seulement ça, ça c'est toute la question, si on entend essentiellement ça, on en arrive à la conclusion habituelle, c'est-à-dire que celui qui n'accepte pas la dernière chance, eh bien évidemment, il n'a plus qu'à disparaître dans la GN. C'est le discours habituel de la culpabilité. On en est. En quoi, c'est ça notre question, en quoi cette prise en culpabilité, qui s'articule, j'insiste bien, autour des accords consonants, même s'il y a du dissonant, de toute façon on revient à la consonance, dans cet espace défini, limité, organisé, en quoi ce discours consonant, en fait, n'est pas seul dans la voix, et pas dans n'importe laquelle, dans la voix du commandeur. Puisqu'on pourrait penser que, et alors, en quoi le cri de Don Juan n'est pas du tout un cri de désespoir, même s'il l'est quand même. Alors, en disant, en formulant les choses comme ça, j'essaie de vous parler de ce qu'on appelle la division. C'est-à-dire que si on est ça, on n'est pas que ça. Et du coup, aussi d'une certaine façon, de la métaphore paternelle. Qui n'est pas quelque chose qui se pense, c'est quelque chose qui s'entend, la métaphore, c'est quelque chose qui aurait le son. Et c'est autour de ça que nous travaillons, insistance, par le biais de la pulsion invocante. Donc, je remercie Jean-Michel parce que j'ai communiqué avec lui autour de cette question-là. Je lui ai demandé ce qu'il y avait comme accord de septième dans ce final de Don Juan, et il a ajouté quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a même tellement intéressé, je me suis demandé si c'était pas ça qui m'intéressait depuis pas mal de temps, à savoir qu'il y a, au début vous avez peut-être vu, ceux qui ont vu, Don Juan rigole, il est le seul à avoir entendu frapper à la porte. Les autres ont eu tellement peur, ils n'ont même pas entendu. C'est lui qui a entendu frapper.
le commandeur entre et il le voit, il se retourne dans la mise en scène, il rigole. Et à un moment, il lui dit, on va préparer à manger ça, repas, et il lui dit, ferma un po, ferme-la d'une certaine façon, c'est pas ça du tout. Et alors là, il lui dit quelque chose qui, par le son, est quelque chose que Darius Milhaud a reçu, et ça suffit, il n'y en a qu'un, ça suffit, il n'y a pas besoin que tout le monde le reçoive, c'est comme la pâte, ça, le jury de la pâte, il n'y a pas besoin qu'il y ait quelque consensus, il suffit qu'il y ait un récepteur particulier. Darius Milhaud a entendu, dans la voix du commandeur à ce moment-là, une série, je ne vais pas dire grand-chose là-dessus, parce que ça ne pourrait pas trop loin, j'en ai parlé dans mon séminaire cette année à Paris. Je veux seulement rappeler que la série de Schoenberg est une formalisation, c'est-à-dire une mise en forme dans l'espace de quelque chose qu'il ne peut pas, devant quoi il ne peut pas reculer plusieurs années auparavant, qui est la libération de la dissonance. Et qu'avant, la dissonance qui venait marquer la frontière de la consonance revenait dans la consonance, avec Schoenberg, notamment en 1908, dans une angoisse terrible, il ne dort plus pendant plusieurs nuits, il est amené à dire oui à la dissonance qui peut s'émanciper par elle-même, et d'une certaine façon, c'est ce que nous, psychanalystes, nous pouvons approcher de cette dimension de l'envahissement par la signifiance. Et comment dire oui à cet envahissement de la signifiance qui arrive au moment de la sidération. Donc, il y a ce moment particulier, et l'hypothèse que je vous propose, que je suppose, c'est que si Don Juan, à partir de ce moment-là, c'est ce que j'évoquais tout de suite, c'est bien marqué, il se retourne face au commandeur, et il lui dit, par là, qui voy, qu'est-ce que tu veux, par là. Il ne dit pas n'importe quoi. Par là, ascoltando tisto, je suis là, je t'écoute. Et le commandeur, il continue, le refrain sur Moïse, et ça continue, et c'est terrible, parce que ça monte, c'est quelque chose, c'est un rouleau qui se déroule, etc. Je ne vais pas refaire les choses, jusqu'au moment où, d'une certaine façon, ce discours ne tient plus, dans la mise en scène habituelle, le commandeur se retire, là il ne se retire pas, et je trouve qu'il y a une intuition particulière de Gardiner, dont je vais essayer de parler aussi, c'est sans doute lié au fait que ce père qui revient de la tombe, où il est en souffrance, parce qu'on ne peut pas ne pas penser au père d'Hamlet aussi, s'il revient de cette tombe parce qu'il est en souffrance, est-ce qu'il vient vraiment demander à l'autre de se repentir? Est-ce qu'il ne vient pas demander finalement le repos? Alors, je crois que pour que ça marche cette affaire-là, comme dans le concert, il importe de se repérer au mot d'esprit. C'est-à-dire que celui qui fait le mot, pour qu'il soit créateur du mot, il faut qu'il y ait l'altérité d'un bon entendeur. Et je suppose que Don Juan, qui a entendu à un moment quelque chose de cette dissonance dans une voix complètement consonante, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, sans le savoir, le commandeur, lui, est divisé d'une certaine manière. Il ne le sait pas, comme le passeur ne le sait pas, comme le passant ne le sait pas, c'est le passeur qui va peut-être entendre quelque chose. Et on pourrait dire qu'à ce moment-là, quelque chose est entendu par Don Juan, et ça va faire disparaître effectivement toute la dimension surmoïque de ce regard, de cette voix, bon, j'insiste pas là-dessus, qui est là, qui sait déjà ce que Don Juan doit dire, et en fait c'est évidemment pas ça. On n'est plus du tout dans la rébellion, on ne sait plus du tout Don Juan rebelle à ce moment-là, comme ça vient d'être dit, on est dans le monde, et il faut toute la durée de la scène, avec le fait qu'à un moment, ce surmoi s'est retiré complètement, même s'il est toujours présent, il ne parle plus, pour que tout le travail d'élaboration psychique inconsciente qu'on retrouve dans le mode esprit, entre la sidération et la lumière, puisse permettre qu'à un moment, il y ait une réponse qui est le cri. Et dès lors, qu'est-ce que c'est que le cri? Ce cri, ce que la voix a de plus radical, la voyelle, le A, ce qui est le plus élémentaire quand les cordes vocales se rejoignent et que la colonne d'air vient faire vibrer les muscles et les cordes vocales qui se mettent soudainement à vibrer sous la pression de l'air, ce cri particulier, on en a entendu plusieurs, chaque interprète qui interprète Don Juan à ce moment-là
fait entendre un cri différent, et chaque fois on entend différent, quelque chose de différent, quelque chose évidemment qu'on ne peut pas retenir du tout, ça ne se mémorise pas, mais chaque fois il y a quelque chose, une sorte de cri du cœur. Et puis si on parlait de Schoenberg, on ne peut pas penser au cri du cœur de la fin du deuxième acte de Moïse à Aaron, O Wort, du Wort, das mir fehlt, toi, mot qui me manque, ce qui explique que finalement il n'y avait pas besoin qu'il y ait une autre musique qui vienne après pour le troisième acte. Il avait le cri en lui-même résumait bien ce dont il s'agit. Donc, ce sur quoi j'insiste là, c'est sur le fait que, à partir du moment où ce cri n'est pas un cri de désespoir, n'est pas un cri de damnation, si on s'arrache au discours terrible sur Moïse qui se développe, le discours habituel, j'insiste bien, c'est le discours habituel, à partir du moment où il est possible de supposer que Don Juan a entendu, et je le suppose, quelque chose d'autre, quelque chose d'une autre loi que celle de la consonance, quelque chose, on va dire, d'un autre type d'autre, un appel d'un autre type d'autre, un réel de l'autre, quelque chose qui a à voir avec la pulsion, à ce moment-là, cet appel fait entendre autrement, après un temps d'élaboration psychique inconsciente, parce que ça ne se passe pas comme ça. Si le danseur immédiatement répond quand on parle et que l'appel a été donné, a été entendu, c'est pas pour autant qu'on l'accepte. On peut l'entendre et le récuser, c'est toute la question du refoulement. On peut l'accepter et se laisser envahir, et ça c'est très compliqué, très énigmatique, se laisser envahir par ce que dit Freud, le non compréhensible, l'inintelligible, l'énigmatique, c'est la question de l'accélération. Et si on se laisse envahir, il est possible que l'on puisse répondre, pour autant qu'un autre temps est créé, c'est la création du temps, liée à la pulsion, que l'on retrouve dans ce retournement du récepteur à l'émetteur. Je suppose donc que ce cri, cet être parlant qu'est Don Juan au moment où il advient comme émetteur, et à mon avis ce qui est fantastique, c'est là que je trouve que l'intuition de la mise en scène de Gardiner est extraordinaire. Je pense que si le commandeur s'approche de Don Juan, comme on l'a vu, parce qu'habituellement on ne le voit plus, il disparaît, c'est sans doute parce qu'au-delà de recevoir le corps de Don Juan, ce corps pesant qui tombe, il vient en fait accueillir le cri de Don Juan, c'est-à-dire qu'enfin, cet homme terrible peut accéder lui aussi à un autre monde. Et vous avez trouvé que c'est en principe ce qui est attendu de ce qui se passe dans une analyse. C'est quelque chose de cet ordre. Donc on parlait de Purdiéchi, tout à l'heure Jean-Michel en parlait. Effectivement, entre le premier acte et le deuxième acte, je vais surtout dire un mot du deuxième acte, du rondeau, là, de ce père Pietà, notamment en particulier. Si dans le premier acte de l'aria, effectivement, on voyait qu'elle est dans cette position où elle sait tout à fait bien, où elle n'est pas dupe, où elle sait tout à fait, dans le deuxième acte, elle a rencontré sans doute dans la voix de Ferrando, c'est ma supposition, quelque chose de ce réel. Et c'est ça en fait qu'elle a reçu comme récepteur. Et ce que l'on entend après quand elle chante, on se rend bien compte que les paroles ne correspondent pas au son. Il y a quelque chose qui ne va pas, dès le point que beaucoup de personnes se disent, mais elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à Guglielmo, elle s'adresse à Cyrano. Je trouve qu'elle s'adresse ni à l'un ni à l'autre. C'est vraiment l'amour, c'est plus la méprise amoureuse, elle s'adresse à l'altérité. C'est la demande de l'altérité, c'est l'amour, radicalement. D'accord, de cette façon, par les signifiants de la mort de Dieu, puisqu'on vient d'en parler, il y a quelque chose comme ça qui est en jeu dans cet opéra. Et c'est sans doute un des moments particuliers, et il y a une paix qui a lieu à ce moment-là dans l'opéra, où l'on pourra l'entendre ce soir. Elle dialogue avec l'orchestre, elle dialogue avec la clarinette qui lui répond, elle dialogue avec le corps, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire qui apparaît à ce moment précis de l'opéra. Alors, je vais m'arrêter en posant à partir de là plusieurs questions qui nous intéressent tous, que l'on soit analysant ou analyste, mais après tout, même si on n'est pas analysant ou analyste, qui pose la question suivante. Est-ce que dès qu'on se met à parler, puisque c'est ça la question, est-ce que dès qu'on se met à parler, on n'est pas d'une façon ou d'une autre c'est pas forcément aussi extraordinaire que ce qu'on vient de dire, dans ce discours-là, on va dire moïque ou sur moïque. Autrement dit,
si on parle de cette supposition-là, est-ce que, avant que l'on parle, ça on l'entend, les analysants arrivent et disent moi j'avais préparé plein de choses et puis maintenant que je suis dans votre bureau, je ne peux rien dire. Alors il y en a qui ne peuvent rien dire du tout, même pas le dire. Il y en a qui disent ben, j'ai toujours pareil. On sent bien qu'il y a une demande d'autre chose. Ils ne savent pas qu'ils le savent. Mais c'est ça qui est demandé, c'est autre chose. Et donc, c'est sans doute pour ça qu'il importe qu'il y ait la présence invisible et inouïe du corps de l'analyste, au-delà de son apparence. Parce que c'est ça l'important. Et en regard de ces données, donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que, étant donné que ça se passe comme ça au début de la séance, qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la séance, quelque chose de cet appel, comme à la fin de Don Juan, du final, quelque chose pourrait, par le corps de l'analyste, alors son dire, c'est pas forcément un livre, son dire, parfois, faire écho à cette dimension de l'appel de l'autre, à cette dimension, on va dire, du son, qui ne s'entend même pas avec les oreilles. C'est cette dimension du son, pour penser ça, c'est ce qui peut s'entendre entre les trois coups au théâtre et l'apparition de l'acteur. Vous savez que dans ce moment-là, c'est un moment extraordinaire, magique, puisqu'on entend, on attend, quelque chose est entendu, on ne sait pas quoi, on ne pourrait pas dire quoi. C'est aussi ce qui se passe quand le chanteur est inspirant, ne lâche pas immédiatement quelque chose au début de l'expiration, mais il faut un certain temps, un temps d'attente, et à ce moment-là, quelque chose est lâché, la voix est lâchée, il y a quelque chose là, il y a un temps extraordinaire, il y a quelque chose là, c'est sûr, auquel habituellement on ne pense pas. Je pense d'ailleurs, à titre de l'avenir de psychanalyse, il est de ce côté-là, et qu'il y a des débats actuels de toutes sortes de choses, la durée d'existence, les limites, la formation, mais je pense que l'avenir de la psychanalyse, il est dans cet avenir, là, de ce côté-là. Et donc la question qui me travaille, c'est ça, d'autant plus que dans ma pratique, j'ai rencontré avec une patiente ce moment particulier en tant qu'analyste. C'est-à-dire qu'en lui disant bonjour, alors qu'il était complètement figé, qu'il ne pouvait plus rien dire, immédiatement, sans que je le sache, parce que c'était apparemment un bonjour conventionnel, elle a bondi du ciel où elle était dans sa salle d'attente, elle est venue, elle s'est mise à parler, alors que depuis un mois elle ne parlait plus. Elle m'a dit, vous m'avez parlé comme jamais vous ne m'avez parlé, et en même temps vous m'avez regardé comme jamais vous m'avez regardé. Moi, je n'en savais strictement rien. Donc c'est ce temps-là, le début, qu'elle a entendu, et en position d'autre, qui est important. C'est sans doute important parce que je crois que c'est depuis ce moment-là que je me suis écouté pas mal de certains opéras, notamment ce final.